Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de L'Ordre des Fossoyeurs, l'héritier déserteur de Francis Cormier-Boutin, un auteur québécois. Prologue. L'homme dénoua un peu sa cravate en entrant dans le bureau de son collègue. Lorsqu'il passa la porte, il eut l'impression que la femme et les enfants que l'on voyait dans le cadre flottant le regardaient. Ah, c'est vrai, la dernière mode était de mettre des vidéos dans ces cadres. Alec se faisait prendre à chaque fois. Il détestait ces nouveaux gadgets. La journée avait été longue et le découragement était visible sur son visage. Il se laissa tomber dans le fauteuil qui faisait face au bureau du chef de cabinet du Premier ministre du Québec. Le regard vide et complètement désemparé, il regarda par la fenêtre. Même si le temps était plutôt nuageux, il vit tout de même le train aérien sans rail passer à toute vitesse à une trentaine de pieds de la fenêtre. Par contre, le train à très grande vitesse ne sembla pas déranger une seule seconde l'occupant du bureau. En effet, ce dernier semblait complètement absorbé par son écran tactile translucide de 30 pouces. Pourtant, d'un air calme et en contrôle, il posa la question fatidique, mais sans lâcher son écran des yeux. « Alors, ça donne quoi ?» Son visiteur, la mine basse, se passa lentement la main sur le visage avant de répondre. Il n'avait pas l'air intéressé. J'ai insisté, mais il m'a dit que sa retraite n'était pas conçue pour le mettre sous les projecteurs. Je te jure, c'était pathétique. Au lieu d'être ouvert et de chercher un compromis, il a préféré perdre l'éventuelle clientèle du gouvernement du Québec. Un compromis pourquoi? Il peut pas juste nous prendre comme clients puis nous faire suivre son programme de marde? Non. Il m'a sorti ces grands principes merdiques comme quoi son programme a été conçu pour fonctionner seulement si on s'isole complètement du reste du monde. Aucun journaliste, aucune entrevue avec les médias, aucune couverture médiatique. Ok, mais ça peut se faire. Exactement ce que je lui ai dit, mais il y croit pas. Il m'a dit, et je le cite, « Écoutez, je respecte votre travail et je ne vous en veux pas. Par contre, nous parlons du Premier ministre du Québec et de son cabinet. Je ne crois pas qu'il soit réaliste de penser qu'il n'y aura pas un troupeau de journalistes devant le portail. » Je continue? Sinon, je te fais écouter l'enregistrement. Non, n'essaye pas de me refiler tes dossiers. Mais tu sais ce qu'il a dit? Non. C'est ça qu'il veut. On s'en reparle demain, mais tu vas devoir trouver une façon de convaincre le gars. Frappier a dit que c'est cette place-là que ça prenait pour ressauder l'équipe. Chapitre 1. Le soleil était rayonnant. Cet endroit avait quelque chose de spécial, de relaxant. Bien que l'homme d'un âge maintenant vénérable ne s'était jamais intéressé au plein air, cette forêt lui donnait presque l'envie de s'acheter un chalet. D'un calme olympien, Nathan Laflèche marchait lentement pour faire le tour du propriétaire. Il quitta le coin aménagé pour faire des feux et se dirigea lentement vers le grand chalet. Il remarqua 3 petits bouleaux qui avaient poussé tant bien que mal dans le même coin, juste à droite du bâtiment. Ils n'avaient pas l'air en grande forme. Cette résidence était immense. Avant que les fossoyeurs achètent le domaine pour y monter ce plan, c'était là que l'ancien propriétaire logeait tous ses convives qui venaient faire une retraite pour se ressourcer. Étant donné le nombre élevé d'invités qui l'attendaient le lendemain, Nathan avait plutôt opté pour offrir un mini-chalet à la plupart d'entre eux. Ainsi, le Premier ministre et sa femme auraient leur suite luxueuse dans le grand chalet, mais leur fille et son conjoint, comme la plupart des ministres, auraient leur mini-chalet. Autour de lui, pratiquement tous les membres des fossoyeurs travaillaient et couraient dans toutes les directions. Ils s'affairaient à tout mettre en place pour le lendemain. On aurait dit des petites abeilles qui se dépêchaient de tout mettre en place pour ne pas décevoir leur reine. Nathan fit demi-tour pour se diriger vers l'entrepôt, au fond du terrain. Il n'y entra pas, mais était bien au fait de son contenu. Si la flamme avait bien fait son travail avant de partir sur la route, tout devait y être. Les barils remplis d'acide, les remorques des VAR, les véhicules aériens rapides, ainsi que la terrasse démontée en sections qui devait retourner à sa place dans exactement 2 jours. Les boîtes éternelles ainsi que la civière volante y étaient aussi entreposées. Le vent était pratiquement inexistant. Le seul bruit perceptible était le chant lointain de quelques oiseaux. Les puissants rayons du soleil passaient au travers du feuillage des arbres,
alors que le vieil homme fermait les yeux quelques secondes pour apprécier le moment. Ça allait être grandiose. Ce serait le legs qui, pour toujours, serait associé à son nom. Grâce à lui, les fossoyeurs allaient marquer le monde entier. Il accrocha Logan lorsqu'il le vit passer. Heureux, il continua son chemin avec son bras droit pour vérifier avec lui l'évolution du travail. Ils passèrent près de l'accès au chemin qui se rendait au manoir abandonné. Comme prévu, il avait été camouflé. Lorsqu'ils passèrent devant l'emplacement de la terrasse, Nathan s'arrêta sec. Logan s'immobilisa aussi. Normalement, Nathan aurait prononcé quelques mots inspirants, mais c'était inutile. Le maître et son élève regardèrent l'emplacement pendant quelques secondes en silence. Les deux hommes arboraient un large sourire. Parfait. De toute évidence, son organisation était rodée, au quart de tour, et tout serait prêt pour recevoir le Premier ministre et son équipe le lendemain. Joshua, la flèche, cligna plusieurs fois des yeux avant de réussir à les ouvrir. Le soleil était très fort. Il regarda l'heure qui était projetée en gros sur le mur au-dessus de la commande. 11h55. Il cligna encore des yeux. Il regarda à droite. Raph était là, dans son plus simple appareil, encore endormi. Il faisait assez chaud dans l'appartement pour dormir par-dessus les draps, et c'est ce qu'il avait fait la veille. Enfin, il s'était bien couché, mais n'avait pas eu l'intention de dormir tout de suite. L'appartement de Raphaël n'était pas du tout comparable à celui de Josh. Bien que c'était loin d'être un logement de luxe, avec une belle vue, la jeune femme l'avait décoré avec goût, ce que la plupart des hommes ne faisaient pas. Le mur sur lequel la tête de lit s'appuyait avait été peint d'une façon unique. Du sol au plafond, de larges bandes roses et bleues étaient alignées en alternance, parfaitement parallèles, alors que les trois autres murs de la chambre avaient été peints en bleu ciel. Face au lit, la commode était décorée très sobrement. Un simple pot de fleurs d'un côté et un bibelot en forme de dragon de l'autre. Par contre, il était important de mentionner que Joshua soupçonnait la jeune femme d'avoir opté pour des fleurs synthétiques. Cette dernière embaumaient le logement comme de véritables fleurs, mais ne nécessitaient pas d'eau. Pour le plafond, elle avait décidé d'opter pour un ciel étoilé. En fait, c'était simplement un immense écran qui avait été fixé à la paroi. Avec ça, on avait l'impression de dormir à la belle étoile à l'année. Aussi nu qu'un verre, il se leva en essayant de faire le moins de bruit possible. Il entreprit de s'habiller. Les rayons du soleil illuminaient la pièce ainsi que les portes de l'immense garde-robe de type walk-in. Un jour, saisi d'un enthousiasme un peu épeurant, Raph avait voulu lui montrer tous ses vêtements et ses souliers se trouvant dans cette petite pièce. D'une façon qui manquait assurément de tact, Josh avait refusé catégoriquement en ricanant. Il n'avait jamais été du genre à faire semblant de s'intéresser à quelque chose. Par contre, il avait réalisé aujourd'hui, avec du recul, il avait été bête pour absolument rien. Il devait faire un effort pour être plus aimable, surtout avec elle. Cette femme était trop importante pour lui. Il se devait d'être gentil avec elle. Faisant mine d'être insulté, elle l'avait alors poussé sur le lit, mais en riant. C'est ce qu'il aimait avec elle. Il avait beau lui répondre en étant bête ou maladroit, elle avait compris à qui elle avait affaire, et elle l'acceptait comme il l'était. Après tout, Georges n'était pas vraiment un enfant de cœur. Et puis elle l'appréciait de plus en plus. Elle pouvait donc vivre avec le fait que ce ne soit pas un passionné de mode ni de vêtements. Joshua trouvait qu'avec elle, tout semblait simple. Il avait enfin l'impression de pouvoir être lui-même avec quelqu'un. L'envie de faire des efforts pour s'améliorer venait de lui. Il ne se sentait pas obligé de changer. Il sourit en repensant à ce moment. Il sortit finalement de la chambre pour se rendre à la cuisine. Pas trop fort, il dit. 4 tasses de café. Aussitôt, la cafetière se mit en marche. Torse nu, il s'assit à la table de la cuisine et s'étira les bras. Ensuite, il lança télévision, Canal Info, volume 6. Un très grand écran, mince comme une feuille de papier et adossé directement au mur, un peu comme un cadre, s'alluma. Josh se releva pour essayer de trouver sa cigarette électronique. Il la trouva dans la poche de sa veste. Il regarda le niveau de nicotine qu'elle contenait. Et merde, il avait oublié d'aller en acheter. Il allait en avoir juste assez pour l'après-midi. Il étira son avant-bras devant lui. Aussitôt, son sel s'alluma. Grâce à la puce intégrée dans son bras, ce dernier apparut comme par magie, juste au-dessus de son poignet. En fait, il s'agissait plus d'un simple écran.
lui aussi mince comme une feuille et dépourvu de bordure. Après un long bâillement nonchalant, il ouvrit l'application du dépanneur du coin et passa sa commande. Après une courte hésitation, il opta pour le plus grand format. Après tout, il finissait toujours par en manquer et ça revenait plus cher si l'on achetait moins à la fois. Au poste des infos, on parlait encore de la crise secouant le gouvernement. Toute cette histoire de ministres n'ayant plus confiance en leur patron laissait Josh complètement indifférent. De toute façon, il avait l'impression que la corruption était de plus en plus monnaie courante. Soudain, Josh fut surpris par une noirceur totale, accompagnée par la douceur d'une peau féminine. Demain l'empêchait maintenant de voir quoi que ce soit. Un sourire apparut rapidement sur son visage, alors qu'une douce voix féminine lui demanda de deviner qui lui cachait les yeux. La journée du 17 octobre 2115 s'annonçait magnifique. Chapitre 2. Pour Xavier Boursier, se lancer en politique n'avait pas été une décision facile. Maintenant qu'il était officiellement député, il ne s'était jamais senti aussi loin de sa femme et de ses 2 fils. Même s'il se rendait régulièrement à Terrebonne pour retrouver sa famille, siéger comme député provincial l'obligeait à passer la plupart de son temps à Québec. Depuis qu'il avait compris que toutes les belles promesses de Frappier n'étaient que du vent pour l'attirer dans la sphère politique, il ne lui restait qu'un goût amer en bouche. Avec du recul, il regrettait d'avoir laissé les rênes de son entreprise à son ancien bras droit. Après la première rencontre avec Frappier, il avait tout de suite commencé à s'imaginer au cœur des décisions. Pourquoi pas ministre de l'Éducation? Ou bien de l'économie? C'est ce que le Premier ministre avait sous-entendu. Un poste de ministre. Boursier savait très bien que Benjamin Frappier allait être reporté au pouvoir. Son premier mandat s'était très bien passé, et il restait en pole position, selon tous les sondages. La route semblait être toute tracée pour une carrière en or au gouvernement. Et qu'est-ce que l'avenir lui réservait à lui? Étant déjà bien connu du public, Boursier pouvait déjà commencer à penser à un jour prendre la relève de Frappier. Il n'avait qu'à faire ses preuves, comme ministre, pendant quelques années, et le jour où une course à la chefferie arriverait, hop, il se présenterait et deviendrait le nouveau chef. C'est ce que Boursier avait cru. Benjamin Frappier s'était servi de lui, et Boursier s'était fait avoir comme un débutant. La bombe était sortie un lundi matin, dans le journal électronique. 3 ministres, qui témoignaient sous le couvert de l'anonymat, disaient ne pas pouvoir prendre de véritables décisions. C'était du jamais vu. Ils accusaient leur propre chef, sur la place publique, de tout décider et d'avoir des ministres marionnettes. Le chef d'État s'était décidé à approcher l'homme d'affaires lorsqu'un groupe de députés avait démissionné en bloc, la semaine suivant la parution de l'article du journal. Le Premier ministre avait donc eu besoin de 109. La semaine qui avait suivi, chaque soir dans les bulletins de nouvelles, les gros titres étaient sans équivoque. Crise au gouvernement. La température monte pour le Premier ministre Frappier. Celui-ci avait spécialement marqué Xavier. Une semaine noire pour le gouvernement Frappier. Le Premier ministre doit-il partir? Bref, Frappier devait redorer son image. Il avait donc approché Xavier Boursier, éminent homme d'affaires. Ce dernier avait posé ses conditions. Il n'était pas question qu'il se lance en politique pour être un pantin. Ces conditions avaient été acceptées, et encore mieux, il s'était fait promettre un poste de ministre. À présent, seul dans son logement de fonction à Québec, sirotant un whisky, avec le regard perdu dans les flammes du foyer, l'ancien chef d'entreprise regrettait amèrement d'avoir accepté l'offre. Il avait mis de côté l'entreprise que son grand-père avait fondée, plaçant toutes ses parts dans une fiducie sans droit de regard. Et tout ça pourquoi? Pour perdre son temps comme député, sans réel pouvoir. Oh, bien sûr, c'était son parti qui était au pouvoir, mais qu'est-ce qu'il y gagnait? Il devait suivre la ligne de parti, et souvent, se connaissant un caractère plutôt bouillant, il s'abstenait de tout commentaire à la sortie des caucus, de peur de déplaire au parti. Il n'était pas un pantin, certes, mais être un figurant n'était pas vraiment mieux. Ses lunettes électroniques sans branche lui indiquaient l'heure dans le haut du verre de droite. 20h56. Ses invités n'allaient plus tarder à arriver. Il se leva et déposa son verre sur la table. Il regarda si sa chambre à coucher était présentable. Il desserra un peu plus sa cravate pour complètement l'enlever. Soudain, un message apparut, bien centré en hauteur, mais collé à gauche dans sa lunette. Je suis sur un gros coup qui va bientôt assommer tout le Québec. Si tu joues bien tes cartes, nous serons bientôt quittes. Le sourire s'élargit sur le visage de Boursier. Bingo. Ça faisait sa soirée. Il se dépêcha d'enlever ses verres. Il les laissa tomber sur le sol, puis les écrasa violemment avec son pied.
Ce message était trop compromettant. Puis, on cogna à la porte. Merde, il n'avait pas eu le temps de refaire son lit. Ah, peu importe. À présent, il avait une bonne raison de fêter. Il se rendit à la porte pour répondre. Deux femmes, un peu plus jeunes que lui, le saluèrent. Celle de gauche était blonde, et l'autre avait de très longs cheveux noirs. Chacune d'elles avait une poitrine assez généreuse et un ventre plat. Xavier les invita à entrer et leur offrir à boire. Après avoir servi à chacune un cosmopolitan, il s'excusa avant d'aller à la salle de bain attenante à sa chambre. Frénétiquement, il ouvrit un tiroir du meuble de rangement et en sortit un petit coffret métallique. Il laissa tomber un peu de poudre verte sur le comptoir, juste à droite du lavabo. Lorsqu'il avait entendu parler pour la première fois de la nouvelle coque, il était encore dans l'entreprise familiale et menait toujours une vie bien rangée. Malheureusement, avec son arrivée dans le monde politique, il avait beaucoup de difficultés à gérer sa nouvelle vie. Bien qu'il était toujours marié, il passait la plupart de son temps dans cet appartement, et la solitude était très lourde à porter. Comme à chaque fois qu'il en prenait, il hésita pendant une seconde avec sa paille à la main, et comme à chaque fois, il se dit « Ah, tant pis, ce soir, on fête ». Lorsqu'il rouvrit la porte, les deux femmes l'attendaient sur son lit. La blonde était complètement nue, alors que l'autre avait seulement gardé sa culotte. Cette dernière se releva pour venir prendre le député par la main. Wow, cette soirée était de mieux en mieux. Voilà. Pour la suite, il faudra vous procurer l'Ordre des Fossoyeurs, l'héritier des déserteurs, de Francis Cormier-Boutin, un auteur québécois. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.